Quelque part en Méditerranée, un avion de ligne italien disparaît des radars. Ce petit DC-9 d'Itavia qui assurait la liaison Bologne-Palerme avec 81 personnes à bord, dont 15 enfants. Forse è esploso in volo, ma non si sa per quali cause, il DC-9 dell'Italia. Proseguono le ricerche tra le isole di Ponza e Ustica. En enquêtant, nous avons découvert une vérité dérangeante. Le petit DC-9 se serait retrouvé au milieu d'un combat aérien. Deux avions militaires, parce qu'ils vont vite. Ils vont très vite. La plus grande probabilité. C'est celle d'un missile. Un missile, mais qui l'aurait tiré? Pratiquement pas d'indice, à part une accusation à peine croyable, lancée en 2007 par l'ancien président de la République italienne en personne. C'était les Français qui ont fait décoller un chasseur du porte-avions Clemenceau. Un chasseur qui avait lancé un missile. Et pourtant, l'État français, en 35 ans, ne s'est jamais exprimé sur Ustica. Sur la France, on n'a jamais fait d'enquête sérieuse. Peut-être que l'enquête la plus précise, c'est celle que vous êtes en train de faire. Alors l'armée de l'air française aurait-elle commis une terrible bavure dans le ciel italien en juin 1980? Enquête. Pour démarrer notre investigation, direction les archives d'État italiennes à Rome. Depuis 2 ans, tout ce qui concerne Ustica a été ouvert au public. C'est là que nous retrouvons Francesco. Ces journées, il les passe ici en quête d'un détail qui pourrait expliquer le drame. En 1980, Francesco, ici à gauche sur la photo, avait 12 ans. C'est lui qui devait monter dans l'avion avec sa grande sœur. Mais son petit frère de 10 ans que l'on voit à droite rêve de prendre l'avion et il insiste pour prendre sa place juste avant l'embarquement. On devait partir, ma sœur et moi, et retourner à Palerme. Mon frère dit « Papa, je voudrais partir en avion ». Mon père, contrarié, dit « Non, c'est Francesco qui part ». Mais mon petit frère avait un caractère très vif. Il a insisté, et finalement, il a réussi à convaincre mon père de le laisser partir à ma place. Il était heureux, tellement heureux de pouvoir voler pour la première fois. Et disons que ça fait 35 ans qu'il continue à voler. Il n'a jamais atterri, son rêve est réalisé à jamais. Qui a tué le petit frère et la grande sœur de Francesco? Mystère. Pour honorer leurs morts, les familles n'ont que ce mémorial à Bologne. 81 ampoules symbolisant les victimes au-dessus de l'avion recomposé avec les débris retrouvés au début des années 1990 au fond de la Méditerranée. Chaque année, Francesco fait le déplacement et à chaque fois, la même image lui revient. Chaque fois que je viens ici, je me dis que derrière tel ou tel hublot, mon frère regardait la mer, assis à côté de ma sœur. C'est la dernière chose qui me relie à eux. Mais la douleur vient d'abord et avant tout d'un sentiment que toutes les familles partagent. L'impression que les autorités ne leur ont jamais dit la vérité. Ils sont morts dans un acte de guerre dont on ne connaît pas les responsables. Et pour nous, c'est comme si cet avion continuait à voler. Le jour où on aura tous les éléments de la vérité, alors pour nous, cet avion aura enfin atterri. Et nous pourrons définitivement enterrer nos proches. Cette vérité sur le crash du 27 juin 1980, nous avons tenté de l'établir. Ce soir-là, le DC-9 décolle de Bologne à 20h08. Le temps est clair, le ciel dégagé, ce sont des conditions idéales. Mais à 20h59,
De façon inexpliquée, l'avion disparaît brutalement des écrans radars près de l'île d'Ustica. La catastrophe aérienne de la nuit dernière au nord de Palerme demeure inexplicable. Toutes les conditions de vol étaient normales, y compris les liaisons radio, jusqu'au moment de la désintégration de l'appareil à une altitude qui reste à déterminer. Car on va d'interrogation en interrogation. Comment le pilote n'a pas pu en quelques secondes alerter les stations radio? Étrange également que cet avion, révisé il y a tout juste une semaine, se soit subitement désintégré. Pour tenter de comprendre, nous allons commencer par fouiller dans les archives italiennes ouvertes au public depuis peu. Les immenses archives de Rome. Et avec là, voilà. Tout ça, c'est Ustica, uniquement Ustica, l'aéronautique et tous les dossiers qui nous occupent. Donc là, on a plusieurs millions de pages de documents qui ont été déclassifiés en 2014. Des millions de documents ouverts au public, mais problème, la plupart sont anodins, de simples éléments de contexte, des rapports techniques, des courriers, des articles de presse. Bizarrement, les documents les plus intéressants sont pas là, de toute façon. Dans cette affaire, une soi-disant piste terroriste a longtemps été véhiculée par la presse. 48 heures après le drame, un grand quotidien italien raconte qu'un interlocuteur anonyme a appelé le journal. Il s'est présenté comme membre d'une organisation néofasciste et a évoqué un attentat. Une bombe aurait explosé dans les toilettes de l'appareil. Elle aurait été transportée par cet homme, un certain Marco Affatigato, activiste néofasciste bien connu des services italiens. Il serait mort dans le crash. Problème ? Si Affatigato existe bien, il n'a jamais pris ce vol, et encore moins transporté une bombe ce jour-là. Si nous pouvons l'affirmer, c'est parce que nous l'avons retrouvé, en pleine forme. D'accord. Monsieur Affatigato, ça, c'est un article qui montre qu'en 1980, vous êtes mort, en fait. Oui. Oui, en fait, je touche au bois. Cet appel anonyme, il faisait signe que moi, j'étais dans l'avion avec de l'explosif, pas pour faire sauter l'avion, mais c'était un attentat qui aurait dû être commis en Sicile. Et moi, je voyageais dans l'avion avec l'explosif. En découvrant l'article du Corriere della Sera, 48 heures après le crash, Affatigato comprend qu'il s'agit d'une machination. Et quand vous découvrez la presse italienne... J'appelle dans l'immédiat ma famille, c'était la première chose. D'abord italien, j'appelle la maman. Je dis, tranquille maman, je suis vivant. Voilà. Tout de suite après, j'appelle aussi les commissariats de ma ville, parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ça n'allait pas. Comment ça se fait qu'il y avait mon nom sur cette affaire? Je pense que quelqu'un a eu l'idée de m'éliminer en passant par l'avion. Voilà. Marco Affatigato va intenter un procès pour calomnie. Et il découvre que la fausse piste terroriste émane des services secrets italiens, le SISMI, dirigé à l'époque par cet homme, le général Santovito. Aujourd'hui, il est décédé, mais son adjoint, Francesco Pazienza, est toujours en vie. Après des dizaines de demandes, nous finissons par le joindre au téléphone et là, surprise, il continue à s'accrocher à l'hypothèse de la bombe tout en changeant de version. Cette fois, ce seraient les Libyens. Détail intéressant, ceux qui lui auraient raconté cela, ce sont les services secrets français. Monsieur Pazienza, pourquoi est-ce que vous pensez que c'était une bombe? La bombe. C'est d'après ce que les Français m'ont dit. Ce sont les Français qui me l'ont dit. Probablement, c'était Kadhafi. Malgré ces invraisemblances, la piste terroriste véhiculée par les services français reste aujourd'hui encore la version officielle. La bombe aurait explosé dans les toilettes de l'avion, mais là encore, l'association des familles de victimes a le sentiment de se faire intoxiquer.